lm2, soit, donc, j'ai un groupe d'ordre p à la puissance hm, p ne divise pas m, petit a, un élément d'ordre, une puissance de p, et h, un p sous-groupe de cylindres. On suppose que A H A-1 est égal à H. Alors, petit a appartient à H. Donc, ce lemme-là, on va l'utiliser dans le théorème suivant pour démontrer les différentes étapes de ce théorème. Donc, théorème du lemme 2, on a, premièrement, le nombre des P sous-groupes de Sylow de G, c'est-à-dire les sous-groupes dont l'ordre est la plus grande puissance de P qui divise l'ordre de G. Donc, leur ordre, c'est P à la puissance H. Donc, le nombre des P sous-groupes de Sylow, qu'on peut noter NP, est congru à 1 modulo P, et il divise l'ordre de G. Le deuxième point, tous les P sous-groupes de Sylow sont conjugués. Tous les P sous-groupes de Sylow sont conjugués. La preuve, être un peu bref dans cette preuve-là, vu le temps qu'on a pour cette séance-là. Donc, soit donc H, un P sous-groupe de Sylow, et grand A, l'ensemble H, A, H, A-1, je vais mettre A1, A2, H, A2-1, l'ensemble de tout, ensemble, tous les conjugués. Alors, si K est un sous-groupe de G, alors K opère par conjugaison sur A. Et on a le cardinal de A, que je vais noter pour simplifier comme A entre deux barres. Il est égal à la somme pour x appartenant à grand X des cardinaux des orbites OX. Cardinal de OX divise l'ordre de K. Et ceci, c'est vrai pour tout K sous-groupe de G. Alors, on va prendre le cas où K est égal à H. Donc, on suppose que K égale à H. Alors, l'orbite OH, c'est quoi? Ça va être, en principe, c'est K point l'élément H, qui est égal, en principe, à H point H, qui est égal à l'ensemble des éléments. Donc, petit h point grand H, où petit h appartient à grand H, qui est l'opération, c'est H, H moins H, grand H, H moins 1, où H appartient à H. Or, petit h, c'est un élément de grand H. Par conséquent, le produit H, grand H, c'est H, et H moins 1, H, grand H, c'est H. Donc, cet ensemble-là, c'est exactement
H. Donc, l'orbite de H, c'est exactement H. Donc, cette orbite-là contient un seul élément. De plus, ça c'est dans le cas où on a considéré l'orbite de H. Maintenant, je vais prendre un élément de grand A, c'est-à-dire AI, H, AI moins 1. Donc, je m'intéresse à l'orbite de O qui est égale à O de AI, H, AI moins 1. Ben, cette orbite-là, ça va être égal à l'ensemble des éléments H, HI, HI moins 1, plutôt H moins 1, où H appartient à grand H. Donc c'est ça l'orbite de HI. Ici HI, c'est exactement, j'ai changé de notation pour simplifier, c'est AI, H, AI moins 1. Alors, le cardinal de OHI divise l'ordre de K qui est égal à l'ordre de H qui est égal à P à la puissance H. Donc ce cardinal, c'est ou bien 1 ou bien une puissance de P différente de 1. Alors je vais montrer qu'on ne peut pas avoir l'égalité du cardinal avec 1. Donc pour cela, on va supposer que le cardinal est égal à 1. Donc on suppose, donc si cardinal de HI est égal à 1, ce qui est équivalent à dire que OHI est égal à HI, on aura OHI par définition, on avait dit que c'est exactement cet ensemble-là. Donc c'est l'ensemble des éléments H, HI, H-1 ou H parcourt grand H. Et c'est HI, ceci entraîne que quel que soit H dans H, H, HI, H-1 est égal à HI. Petit h, c'est un élément de H qui est un P sous-groupe de Syllow, donc H est d'ordre une puissance de P. Donc H est d'ordre une puissance de P avec cette condition-là, et HI c'est un P sous-groupe de Syllow, d'après le lemme 2, donc d'après le lemme 2, quel que soit H dans H, petit h appartient à HI. Ce qui entraîne que H est inclus dans HI. Et puisqu'un P sous-groupe de Syllow est maximal dans l'ensemble des P sous-groupes de Syllow, ceci entraîne l'égalité entre H et HI. Ainsi, on a une contradiction, car le HI qu'on a pris, c'est un élément différent de HI. Donc, j'ai pris HI, donc là, j'ajoute qui est différent de H. Bien sûr, pour ne pas... Donc là, on a contradiction, ce qui veut dire que OHI est différent de HI. Donc, son ordre est une puissance de P. Son ordre est une puissance de P. P est bien sûr différent de 1. Ainsi, le cardinal de A, c'est donc c'est la somme, on a dit, des OX cardinaux. Les X appartenant à grand X, ce sont des représentants des classes d'équivalence OX. Et on est dans le cas où les X, ce sont les différentes HI. Donc ceci, c'est tout d'abord OH, donc cardinal de OH, donc c'est cardinal de OH plus la somme
des cardinaux de OHI pour les HI appartenant à grand X et différents de H. Donc, ici, ce cardinal-là, c'est 1, mais ici, chaque élément, bien, chaque cardinal, c'est une puissance de P qui est différente de 1, donc c'est la somme de certaines puissances P alpha I, la somme sur I, où les alpha I sont différents de 0. Donc, le cardinal de cet ensemble-là, il est congru à 1 modulo P. Donc, ce cardinal-là, il est congru à 1 modulo P. Maintenant, on va passer à montrer que tout P subgroupe de Siller est un élément de grand A. Donc, je vais prendre soit H0, un P subgroupe de Siller, de G. Et je dois montrer qu'il est dans A. Je vais supposer si H0 n'appartient pas à A. Je fais opérer H0 sur A, c'est-à-dire la même chose que lorsqu'on a fait opérer K, un subgroupe quelconque sur A. Alors là, j'ai le cardinal de A qui va être égal à la somme des cardinaux à la somme des différents orbites, donc HI appartenant à grand X, des orbites où HI et la somme comprend aussi l'orbite de H, et somme des cardinaux, ou bien, pour simplifier, j'utilise les barres. Bon, le cardinal de OHI divise l'ordre de H0, qui est un P subgroupe de Siller, donc c'est P à la puissance H. Alors, est-ce qu'il existe un élément de grand A dont l'ordre est égal, bien dont le cardinal est égal à 1? Donc, on suppose que O d'un certain HJ est réduit à HJ. Par définition de OHJ, c'est l'ensemble des éléments H, HJ, H-1, où H appartient à H0. Et cet ensemble-là est égal à HJ, veut dire que H, HJ, H-1 est égal à HJ pour tout H dans H0. Ce qui entraîne que les H qui sont dans H0 sont dans HJ. Donc, H0 est inclus dans HJ. Tous les deux, ce sont des P subgroupes de Siller, donc on a l'égalité. Contradiction. Contradiction, puisqu'on a supposé que H0 n'appartient pas à... Il n'y a pas d'orbite dont le cardinal est égal à 1. Ainsi, dans cette somme-là, on va avoir uniquement des sommes de puissance de P, et ces puissances-là qui sont tous divisibles par P. A, c'est le cardinal qui est égal à la somme des OHI. Ça va être égal à P à la puissance alpha
plus P à la puissance alpha 1 jusqu'à P à la puissance alpha R, où alpha 1 jusqu'à alpha R sont différents de 0. Ce qui entraîne que le cardinal de A est congrue à 0 modulo P. Or, on a déjà montré que ce cardinal-là est congrue à 1 modulo P. Or, cardinal de A est congrue à 1 modulo P. Donc, on a une contradiction. Ainsi, H0 appartient à A et tous les sous-groupes des P sous-groupes de Sylow sont conjugués. Maintenant, on va montrer que ce nombre-là divise l'ordre de G. Montrons que cardinal de A, bien, A, entre deux barres, tout simplement pour simplifier, divise le cardinal, plutôt l'ordre de G, car G est un groupe. Alors, pour cela, je vais revenir à A. A, c'est l'ensemble des conjugués de H. Si je considère l'opération de G sur l'ensemble des P sous-groupes de Sylow, plutôt l'ensemble des sous-groupes de G qu'on a déjà étudiés, alors A, c'est exactement G point l'élément H. En quelque sorte, c'est l'orbite de H. Pour, dans le cas où G opère par conjugaison sur l'ensemble des sous-groupes de G. Alors, A, c'est l'orbite pour cette opération-là, et on sait que l'orbite est en bijection avec les classes d'équivalence modulo le stabilisateur de H pour cette opération-là. Alors, si je considère sigma H, le stabilisateur de H pour cette opération, alors, on sait que sigma H, c'est exactement le normalisateur de H. De plus, on sait que cardinal de OH est égal à l'indice G sigma H, qui est G normalisateur de H. Et cette quantité-là, c'est un diviseur de l'ordre de G. Ce qui finit la démonstration du troisième théorème de Sylow. Alors, si on continue à utiliser la notion d'opération d'un groupe ou un sous-groupe sur un ensemble, on démontre facilement que tout P sous-groupe est inclus dans un P sous-groupe de Sylow, et on montre aussi qu'un P sous-groupe de Sylow, un P sous-groupe est un P sous-groupe de Sylow si et seulement si il est maximal dans l'ensemble
des P sous-groupes. Maintenant, je vais passer à appliquer les résultats qu'on vient de faire sur des cas particuliers. Donc, application. Premièrement, si G est abélien, donc si est abélien, alors dans ce cas-là, un conjugué d'un sous-groupe est le même. Si G est abélien, alors quel que soit A dans G, A H A moins 1 est égal à H pour tout sous-groupe de G. Ainsi, dans le cas où on a un sous-groupe, ou plutôt un groupe qui est abélien, alors il y a toujours un seul P sous-groupe de Sylow, puisque les P sous-groupes de Sylow sont conjugués, et vu que G est abélien, alors on a toujours cette propriété-là. Donc il y a un seul P sous-groupe de Sylow dans le cas abélien. Le deuxième cas, je vais supposer que G est d'ordre 6. 6, donc G est d'ordre 6 qui est égal à 2 fois 3. Les nombres premiers qui divisent l'ordre de G, c'est 2 et 3. Donc soit N2, le nombre des P sous-groupes, le nombre des deux sous-groupes de Sylow, et N3, le nombre des 3 sous-groupes de Sylow. Alors, dans un premier temps, je vais supposer petit a, puis un petit i. On suppose que N2 est égal à N3 est égal à 1. C'est-à-dire, il y a un seul de sous-groupe de Sylow et il y a un seul 3 sous-groupes de Sylow. Puisqu'il existe un seul de sous-groupe de Sylow, alors ce de sous-groupe est distingué. Et la même chose pour le 3 sous-groupes de Sylow. Donc, dans ce cas, donc soit H, le 2 sous-groupes de Sylow, et K, le 3 sous-groupes de Sylow. Alors, H, il est d'ordre la plus grande puissance de 2 qui divise l'ordre de G, donc c'est 2. K est d'ordre la plus grande puissance de 3 qui divise l'ordre de G, donc c'est 3. Et H et K sont distingués dans G. Alors, HK est égal à G. Tout simplement, car le produit est inclus dans G, car donc, HK est inclus dans G, et on a, si je prends HK quotienté par H, H est distingué, donc il est distingué dans G, donc il est distingué dans HK. Donc, ce sous-groupe-là, d'après le deuxième théorème d'isomorphisme, il est isomorphe à K quotienté par H inter K. H étant d'ordre 2 et K d'ordre 3, et H inter K, c'est un sous-groupe de H
et de K, donc son ordre, il doit diviser 2 et 3. Donc, ça ne peut être égal qu'à 1. Par conséquent, cette intersection, elle est réduite à 1. Et donc, HK, l'ordre de HK, c'est exactement l'ordre de K qui multiplie l'ordre de H, qui est égal à 6. Donc, HK est égal à HK est égal à G. De plus, on peut montrer que G, dans ce cas-là, est tabellien. En réalité, H, c'est un sous-groupe d'ordre 2. Donc, les éléments de H commutent entre eux. K, c'est un sous-groupe d'ordre 3, qui est abélien. Donc, les éléments de K commutent entre eux. Maintenant, si je prends un élément de H et un élément de K, donc soit A appartient à H et B appartenant à K. Alors, si je considère l'élément AB, A-1, B-1. Alors, cet élément-là, donc, puisque K est distingué, B appartient à K, donc, puisque K est distingué, cet élément-là appartient à K. Et celui-là, il appartient à K. Donc, cette quantité-là appartient à K. D'accord? De plus, donc A, B, A-1, B-1. Je prends l'élément ici. Cet élément-là, A-1, c'est un élément de H. Donc, B, A-1, B-1, c'est un élément de H, puisque H est distingué. Et celui-là, il est dans H. Par conséquent, le tout, c'est un élément de H. Donc, l'élément en question, il appartient à B, A-1, B-1, appartient à H inter K, qui est égal à E. Par conséquent, AB est égal à B, BA. Donc, un élément de H commute avec un élément de K pour tout A et tout H, et ainsi, ainsi, G est abélien. Maintenant, on va passer à l'autre cas. Donc, N2 égale à N3 égale à 1, ça entraîne toujours que G est abélien dans le cas où le groupe est d'ordre 6. Le deuxième point, on suppose que G est non abélien. Alors, je vais examiner de près N2 et N3. Donc, pour N3, il est congrès à 1 modulo 3 et divise 6, qui est égal à 2 fois 3. Donc, le fait que N3 est congrès à 1 modulo 3, ça veut dire que N3 est premier avec 3. Donc, puisqu'il divise 6, ainsi, N3 divise 2. Donc, N3 divise 2. Donc, on a deux possibilités. N3 égale à 1 ou N3 est égal à 2. Je reviens à la congruence N3 congrès à 1 modulo 3. Donc, N3 congrès à 1 modulo 3 veut dire que N3 est égal à 1 plus K fois 3. Alors, le K, il varie de 0 jusqu'à l'infini. C'est un entier. Il ne peut pas être négatif, car si K est négatif, on va obtenir ici un nombre négatif. Or, le N3, c'est un cardinal, c'est un nombre positif. Alors, donc, pour K égale à 0, c'est 1. Pour K égale à 1, c'est 4. C'est supérieur à 2, strictement. Et ainsi de suite. Donc, le cas N3 ne peut pas être comme N3 égale à 2, égale à 1 plus 3K est impossible. Alors, on a N3
est égal à N3 égale à 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de N2? N2 ne peut pas être égal à 1. Car si N2 est égal à 1, avec N3 qui est égal à 1, ce qui va entraîner que G est abélien. Or, on est dans le cas où G n'est pas abélien. Donc, N2 est différent de 1, car sinon, G sera abélien. Ce qui n'est pas notre cas. Donc, N2 est différent de 1. Mais on a N2 est congrue à 1 modulo 2 et il divise 6. Or, N2 est congrue à 1 modulo 2 et divise 6 qui est égal à 2 fois 3. Donc, N2 divise 6 et il est premier avec 2, donc il divise 3. Donc, puisque N2 est premier avec 2 et divise 6, alors il divise 3. 3 est un nombre premier, donc N2 est égal à 1 ou 3. Comme N2 est différent de 1, alors N2 est égal à 3. Donc ici, ensuite, si G est non abélien, alors N2 est égal à 3 et N3 est égal à 1. Comme exemple de ce dernier cas, G est égal à S6. S6, c'est le groupe, plutôt S3, le groupe des permutations d'ordre, des permutations sur l'ensemble 1, 2, 3. Alors, ce groupe-là est d'ordre 6 et abélien. Ainsi, N3 est égal à 1. Donc, dans ce cas-là, on peut considérer H, il est engendré par sigma, où sigma c'est le 3 cycle, ou sigma c'est le 3 cycle engendré par la permutation 1, 2, 3, c'est-à-dire la permutation qui envoie 1 à 2, 2 à 3 et 3 vers 1, qui est d'ordre 3. Le cas pour N2, c'est 3. Alors, les sous-groupes possibles pour K, ce sont les différents sous-groupes d'ordre 2, et les sous-groupes d'ordre 2 de S3, ce sont les sous-groupes engendrés par les transpositions. Donc K, ça va être égal à taux, où taux, c'est l'une des transpositions 1, 2. Je vais écrire en haut, c'est mieux. Taux est égal à l'une des permutations 1, 2 qui permettent 1 et 2, 1, 3 et 2, 2, 3. Donc on a 3, 2 sous-groupes de Sealer. Donc avec cet exemple-là, je finis cette séance-là.